En espérant que ce coup-là, on ne plante pas. Ok, donc je vais reprendre tout ça avec P. On en était dans le trou NAS. Pardon. Donc j'avais créé mon partage en SMB et j'ai créé un dataset aussi en NFS. De la même façon que j'avais créé celui en Samba. Donc du coup, j'en étais expliqué un peu faire un point sur les permissions au niveau du partage. Donc là, quand on veut gérer des partages, des permissions au niveau du partage en Samba, on va donc dans Share et on fait Edit File System. Donc là, on retrouve qui est le propriétaire du dataset. Donc par défaut, c'est root et le groupe utilisateur, c'est root. Donc on pourrait le changer. C'est l'équivalent du coup, comme si on faisait un chmod, un chown sous Linux du coup. C'est juste qu'il va le faire automatiquement. Et ici, par défaut, c'est le propriétaire qui a le contrôle de tout, le groupe qui a le contrôle de tout, et les utilisateurs, en l'occurrence ici l'utilisateur Samba, qui a le droit de modifier. Pas le contrôle total, mais de modifier. Si on veut vraiment faire un truc commun, qui va servir à tout le monde, on peut directement utiliser un preset. Et dans le preset, on va prendre Open. Ici, là, vous voyez qu'il y a marqué NFS, c'est parce que du coup, je suis resté avec l'option multi, mais qui n'avait pas l'air d'être correctement reconnue par Proxmox. Donc c'est pour ça que là, il parle de NFS. Mais on parle bien quand même des mêmes des attributions Samba aussi. Donc si on fait Open, on va ouvrir vraiment à tout le monde, pas restreint à certains utilisateurs. Restricted, justement, il y aura des restrictions. Home, c'est pour ouvrir le répertoire au répertoire personnel des utilisateurs. Domaine home, je ne sais je ne sais pas exactement ce que c'est. Et admin, ça va être que pour les administrateurs, que ceux du groupe administrateur qui auront le droit de faire des éléments. Donc si on repasse en open, vous voyez que là, il y a everyone à la place de user. Et si du coup je voulais le changer, je vais ici sur everyone, je mets utilisateur ou groupe, et ici après je vais chercher l'utilisateur en question. Donc là je vais mettre Samba, enfin SMB, et après ben, on donne les permissions. Donc les permissions de base, contrôle total, traverser, c'est qu'il va pouvoir traverser le répertoire pour aller dans un sous-répertoire où il y aurait plus d'accès. Donc si on veut, on a besoin de traverser un répertoire direction, par exemple, pour aller dans un autre répertoire où on aurait accès, où il y aurait un répertoire qui serait bloqué entre deux, on aurait le droit de traverser le répertoire précédent, mais pas forcément de faire des modifications dessus. Après modifier, donc ça, c'est les éléments basiques, c'est en fait ce qu'on retrouve assez semblable au droit NTFS sous Windows. Et si on fait Advanced, on va pouvoir préciser plus finement qu'est-ce qu'on a le droit de faire par rapport aux attributs, si on peut des éléments enfants, et ainsi de suite. Donc là, on va rester sur du basique. Normalement, à moins que vous ayez vraiment besoin de faire des trucs très particuliers, c'est pas forcément nécessaire d'aller toucher sur les advanced. Mais en fonction des cas qui pourraient vous être demandés en entreprise, vous pourriez avoir besoin d'affiner plus comme ça. Donc on est assez très proche en fait de la gestion au niveau des droits NTFS de Windows. Ce qui n'est pas étonnant puisque Samba est le partage Windows. Donc c'est pas étonnant qu'ils comprennent qu'elle soit gérée pareil que le NTFS.
Et après, bah, si on veut utiliser que certains utilisateurs ou groupes, bah, après on refait un add item, on choisit ce qu'on veut et on remodifie à nouveau les paramètres. Ici, on n'oublie pas de cocher récursif. Ça, c'est dans le cas où on a déjà des fichiers et des sous-répertoires à l'intérieur du dataset. Si on n'en a pas encore, c'est pas grave, on n'est pas si vous le cochez pas. Et ça dépend après si vous voulez l'appliquer à tous les répertoires en dessous et tous les fichiers en dessous, ou juste sur un répertoire particulier. Et on n'oublie pas de faire Save Access List. Donc voilà comment ça se gère. En fait, on est au niveau du SMB dans la même gestion que plus ou moins que sur du NTFS sous Windows. Donc avec ça, au niveau de notre SMB, on est prêt pour pouvoir le monter dans le Proxmox. Maintenant, du coup, j'ai créé aussi un partage NFS et par défaut, si on met juste le network où l'on veut accéder, on veut lui donner l'accès, voir les autres. Par défaut, quand on va arriver sous Proxmox, quand on va vouloir le monter, il va nous mettre un message d'erreur, comme quoi on n'a pas les autorisations. L'autorisation a été refusée. C'est parce que par défaut, il n'arrive pas en fonction à mettre le bon utilisateur par rapport à celui qui doit monter. Donc du coup, on va voir comment le gérer. Donc déjà, il faut déterminer avec quel utilisateur on va vouloir monter le partage, le partage NFS. Par défaut, donc si on vient dans Dataset, qu'on clique sur NFS, on voit que l'utilisateur par défaut, c'est donc root. C'est lui qui a les droits. Donc, si on veut utiliser un autre utilisateur, qu'on ne veut pas utiliser root, pour des raisons de sécurité, on va faire Edit. Ici, on va le changer, on va mettre par exemple le SMB. Le groupe, ça sera le SMB. Et ici, on vérifie les droits. Donc, l'utilisateur lui-même, l'utilisateur Samba, aura droit de tout faire. Et le groupe, du coup, on va lui donner aussi l'accès à tout. On peut en plus relier aussi des ACL dessus. Mais ça, c'est vraiment en plus. Mais là, normalement, on a juste à faire ça, à changer ça, l'utilisateur, le groupe. On donne les mêmes droits au groupe qu'à l'utilisateur, puisque là, de toute façon, on a les mêmes personnes dans l'utilisateur et le groupe, il n'y a qu'une seule personne, c'est pas un souci. Si par contre, après, on avait d'autres personnes, bon, voilà, il faudrait peut-être ajuster un peu effectivement les autorisations en fonction de ce qu'on veut, notamment avec les ACL pour être plus précis. Donc là, je fais Save. Alors, il faut aller cocher la case. C'était la case appliquer la commande en gros, chown qu'il fallait cocher. Et donc on voit ici que maintenant le propriétaire et le groupe utilisateur, c'est le SMB.
et on retrouve les éléments qu'on a mis. Après, bon, on pourrait faire aussi gérer les quotas et tout, mais là, c'est pas nécessaire. Mais c'est tout à fait faisable à cet endroit-là, que ça soit pour le NFS et pour le SMB. Donc voilà, maintenant, là, on va aller ensuite dans Share, on va aller éditer la Share NFS. Donc on voit bien qu'on a notre réseau. On va aller dans Advanced Options. Et ici, on va mettre dans le map route l'utilisateur qui va servir à monter le, le share pour ne pas avoir les problèmes de droit. Donc là, je resave même si j'ai pas modifié. Si jamais vous modifiez par contre l'utilisateur, il faudra aller dans Système, Service, éteindre le NFS et le remettre pour qu'il mette à jour les éléments du share et les bons chemins de commande. Donc c'est comme si on faisait la commande systemctl restart NFS après avoir fait un chmod ou un chown. Donc là, normalement, on est bon. Donc on retourne dans le Proxmox. On va dans le data center, storage, et on va faire add. On va l'add en SMB déjà. Donc là, on a dit que 172.16.06, l'utilisateur SMB, le mot de passe, je crois que c'est ça. Mot de passe, monsieur. Donc, je vais aller changer le mot de passe, du coup, parce que j'ai un doute sur ce que j'ai mis. User, SMB, edit. C'est bon, bon, il me propose pas mon cher, hier ça marchait. Alors, on va vérifier le service. Service SMB est bien là. Je vais vérifier ce que j'ai mis. Donc SMB, low modifie. Donc là, on est bon. Normalement, on ne devrait pas y avoir besoin, mais je vais essayer ça. Bizarre. Pourtant, hier, il me semblait que j'avais fait en modifie. Donc là, il donne le contrôle total. Du coup, il n'arrivait peut-être pas. C'est pour ça qu'il ne voyait pas. C'est étrange.
Donc ici, demandé dans l'exercice, c'était du backup qu'on va indiquer. Et là, normalement, on est bon. Donc là, j'ai bien mon partage SMB qui apparaît. Maintenant, on va faire la même chose du coup en NFS. En 72 16 06. On va le mettre sur du backup et en faire add. Et normalement, là, on ne devrait pas avoir le message d'erreur. Et du coup, si vous avez rien mis sur le map route, c'est là qu'il y a un souci, ou alors si le map route ne correspond pas aux permissions du dataset. Si les deux ne sont pas cohérents, il voudra pas l'utiliser. Donc voilà, avec ça, on a fait le point au niveau du TRONAS et on a vu qu'on pouvait le monter du coup soit en SMB, soit en NFS, avec juste un petit réglage à faire au niveau du NFS, à ne pas oublier pour éviter les erreurs. Donc maintenant, j'ai installé le GLPI, enfin, j'ai installé la base du GLPI avec mon script. On va reprendre du coup l'installation, parce que hier j'avais voulu le faire, mais ça avait planté, parce que j'avais pas mis assez de ressources au Proxmox général. Donc du coup, ça n'avait pas voulu. Donc là, on le refait. Installer. Normalement, si le script s'est bien exécuté ou que vous avez utilisé le script Proxmox Helper, normalement, tout doit être en vert dans les requis. Si jamais c'est pas le cas, il faut noter l'extension qui manque pour pouvoir l'ajouter avec, par exemple, on va dire qu'il manque l'extension GD. Il faudra faire un apt install php-gd. Donc là, je fais continuer. Ce qui est en rouge là, c'est pas bien grave comme souci. Ça peut être, faut être juste aller dans le bon fichier pour le changer, ça peut être fait après. Donc ici, localhost, par rapport à ce qui était défini dans le script, GLPI et le mot de passe. Donc ici, on va utiliser la base existante et on le laisse avancer. Comme maintenant, on a une barre d'avancement qui est visible, c'est plus pratique. Dans les versions, même encore la version 10, il n'y avait pas cette barre de progression, donc ça fait que des fois on avait l'impression que ça avançait plus. Et si jamais vous faisiez un F5 pour rafraîchir pendant ce temps-là, ça cassait toute la base de données. Donc vous étiez obligé de supprimer la base de données directement et ensuite de pouvoir la relancer. Je vais laisser tranquillement finir. Déjà, ça a été plus rapide et plus loin qu'hier. Là, si on va ici et qu'on regarde les ressources, bon, l'utilisateur et le processeur monte et la mémoire aussi. Bon, après, je lui ai pas donné beaucoup de mémoire non plus, hein. Il y a même pas, il y a que 512 mégas de RAM.
mais ça n'empêche pas qu'ils puissent s'installer juste ce service-là, ça suffit largement. Bon, ici on n'en voit pas les statistiques d'usage, ça sert à rien parce que c'est pas un vrai GLPI qui va tourner. Ici du coup, les mots de passe par défaut. Et voilà. Donc de cette façon-là, on a installé GLPI. On y reviendra tout à l'heure pour créer l'utilisateur et pour le ticket. Mais pour l'instant, on va le laisser de côté. Euh, donc, ça, c'est bon. Maintenant, je vais l'arrêter. Down-h no. Ça, c'est la commande si du coup vous voulez stopper une machine directement. Le H, c'est pour dire que vous voulez l'arrêter. Sinon, par défaut, il va redémarrer la machine au lieu de la shutdown. Et le no, c'est pour que ça se fasse instantanément. Sinon, il va faudra attendre 1 minute avant qu'il veuille l'arrêter. Il est terminé, donc je vais reprendre un snapshot GLPI. OK. Oui. Ça, c'est la première fois qu'il me fait ce coup-là. Il me refuse la permission en route pour faire un snapshot. Non, c'est bien dans le local ZFS. Ah, curieux, curieux, curieux. Autant j'aurais été dans le répertoire NFS, Samba ou quoi. Ok, mais là, si je vais ici, permission, normalement ils sont censés avoir tout. On va ajouter éventuellement une permission. Donc là, le chemin, c'est pour déterminer quand on va ajouter qui est pour dire un peu à quoi il va avoir accès. Donc là, on peut limiter par exemple à un nœud en particulier, ou à des stockages, à certains éléments, ou à des VM en particulier. Si on veut pas donner des accès à tout le monde, à tout. Ensuite, on choisit l'utilisateur. Et ici, le rôle, je vais mettre administrateur, qui est le plus gros, le plus de puissance. Et propagate, c'est pour que ça se mette bien à tous les autres sous-répertoires de la racine. Sinon, j'aurai accès que aux éléments de la racine et pas forcément aux sous-répertoires et aux sous-éléments. Pas bizarre ça. Ah, pas de corps. Ah, ils sont normalement. Je vais redémarrer. Je vais redémarrer.
Là, il ne les voyait plus en ligne. Donc forcément, c'est pour ça qu'il voulait pas. Comme du coup le quorum n'était pas respecté, il pouvait pas bien vérifier les choses, donc comme il pouvait pas donner de vérification si ça risquait pas de poser un problème, il avait arrêté de le faire. Donc c'est pour ça. Donc lui c'est le 7, 52, 13, 6. Je me connecte sur un autre. Voilà. Là, là, il revoit bien tout. Ok. Donc, on va essayer notre snapshot. Du coup, avec le quorum, forcément, ça marche mieux. Pourquoi il les voyait plus en ligne alors qu'ils étaient en ligne, ça c'est autre chose, mais on voit que du coup, le quorum est bien actif. Donc, ça veut dire que notre HA va bien pouvoir être opérationnel. Donc, déjà, avant de faire la HA, je vais faire un clone du GLPI. On utilise le snapshot actuel, le stockage, le même endroit. J'ai ma sauvegarde qui est faite. Après, ce qui était demandé, enfin, j'ai fait mon clone, je veux dire. Et ce qui était demandé, justement, c'était de faire une sauvegarde et de le mettre, la sauvegarde, sur le disque du TrueNAS. Donc là, je vais faire backup sur sur le clone. Je vais dire que je vais le mettre sur le NFS et que je fais un snapshot. Là, après, c'est par rapport à l'état. Si c'était démarré, il l'aurait redémarré à la fin du snapshot de la sauvegarde. Protéger, c'est pour éviter la sauvegarde, enfin l'effacement accidentel, puisque du coup, il faut aller désactiver la protection avant de pouvoir supprimer. Et ça, c'est la compression pour gagner de la place. Ça, après, c'est si on veut rajouter des notes en utilisant ces références. Mais là, on va pas s'embêter avec, donc on va faire backup. Donc là, il est en train de le faire, il fait la compression du fichier dump. Et voilà, c'est fait. Ça lui a pris 20 secondes. Donc si on va dans le répertoire NFS, non, sauvegarde, partage NFS, on retrouve bien notre backup. Donc maintenant, le but, c'était de supprimer notre clone. Donc, dans More, Remove, le 102,
Donc celui-là, pour rappel, c'est pour supprimer si on avait justement des tâches dans le HA ou dans la réplication ou des tâches de sauvegarde liées à cette machine, elles seront supprimées. Ça peut éviter du coup d'avoir des messages d'erreur dans les logs en vous disant qu'une sauvegarde a échoué, mais en fait du coup elle a échoué parce que la machine, vous l'avez déjà supprimée. Et là c'est pour supprimer les disques qui étaient liés à la machine et qui sont pas référencés ailleurs. Voilà, donc là on voit qu'on l'a plus. Donc maintenant le but c'est de la restaurer. Donc là, on a deux possibilités. Soit on peut la restaurer du coup sur le même nœud, mais comme du coup notre partage NFS est commun, on peut très bien aller sur le deuxième nœud, aller dans Backup et de faire Restore. Ici, on lui dit qu'on va le restaurer ici. On pourrait changer le numéro de CT en même temps. On pourrait l'ajouter directement là, à la haute disponibilité. On pourrait remodifier en fait pas mal de paramètres en même temps qu'on restaure. Et après, on a juste à cliquer sur Restore et il va le restaurer sur le nœud où on a choisi de le mettre. D'accord, bon, il m'a mis pas mal de messages d'erreur parce qu'il a trouvé que le fichier était en 2026 au lieu d'être en 2025. Il a un an d'avance. Et le fichier là, de GLPI, là, il y a du cache qui a un an d'avance. Bon. Mais c'est pour eux, c'est pas ça qui a empêché de restaurer la machine. Et donc ici, on peut la lancer pour vérifier que tout s'est bien passé. Voilà, on voit qu'elle est lancée. Par contre, ne pas oublier, si c'est un IP statique, d'aller changer son IP. Bon, là, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est un essai, mais quand même, faut pas l'oublier par la suite. Quand vous faites des clones, et si le clone vous l'avez fait sur une machine qui était déjà en statique, de bien penser à changer l'adresse IP, sinon vous risquez d'avoir des conflits après. Donc maintenant, je vais l'arrêter, je vais la supprimer. On n'a pas spécialement besoin. Donc voilà, c'était ça qui était demandé, donc de supprimer, de pouvoir restaurer une machine pour vérifier et qui était stocké du coup dans le GLPI. Lui, il répond toujours, c'est bon, qui était stocké dans le TrueNAS, pardon. Euh, ensuite, euh, on en est où? Donc là, normalement, tout ce qui était au niveau des serveurs, ça c'était fait. Au niveau du TrueNAS, on a fait aussi. Donc après, c'était oui, c'était la haute disponibilité. Voilà. On va rester dans le Proxmox. C'est ça que je voulais. Donc on va se servir de cette machine-là.
On va la démarrer et on va faire déjà la première tâche, on va faire une tâche de réplication. On rappelle, la réplication, c'est pour envoyer du coup la machine sur les autres. Et tiens, on va faire autre chose avant. Non, parce que de toute façon, là, les trous je les ai pas dit pour que c'était de là, pour que ça soit du stockage, donc non, on va pas le faire. Après, on aurait très bien pu décider du coup de faire un partage de fichiers et de conteneurs communs entre les trois machines, en utilisant le TrueNAS par exemple, pour pouvoir avoir un élément commun et donc faciliter la réplication et perdre moins d'espace de stockage. Parce que du coup, à ce moment-là, la réplication ne transfère que le fichier de configuration et pas le disque dur en entier, puisque le disque dur en entier sera toujours basé sur le même disque. Mais bon, là, on va faire sur les disques locaux. Donc, on va faire add. On va l'envoyer déjà sur le PVE1, basé toutes les 15 minutes. Et on va ajouter pour envoyer aussi sur le PVE3 toutes les 15 minutes. Donc là, on va le laisser se déclencher. Pendant ce temps-là, on va aller dans le data center. On va aller dans le backup et on va créer la tâche de sauvegarde. Donc là, on va sauvegarder le GLPI. J'avais demandé à... Bon, je sais plus si j'avais demandé à une heure particulière. Ah si, 20 heures, vers le TRONAS. Donc ici, vous voyez que donc sur la liste, vous n'avez pas 20 heures. À ce moment-là, vous choisissez 21 heures et vous modifiez. Le stockage, on va l'envoyer donc du coup sur le NFS, qui est notre TRONAS. Et ce, peu importe le node où il se trouve. Enfin non, là c'est pour faire le tri dans la liste. Pour n'afficher que ceux qui sont dans un nœud en particulier. Mode snapshot, très bien. Ici, c'est pour des notifications. La rétention, on va garder les deux derniers. On va dire qu'on va garder les deux derniers. Voilà. Donc là, elle est faite et on pourrait la lancer maintenant. Je vais passer au jeu. On va voir ce que ça donne. Donc, la réplication, elle en était où? Nulle part parce qu'apparemment, il a décidé de planter. L'enregistrement, lui, au moins encore là. Euh, d'accord, ok, mais c'est la page qui ne trouve plus.
Je reboot aussi celui-là. Bizarre qu'il déconnecte comme ça là. Alors qu'ils sont bien démarrés, ils sont bien sur le même réseau. J'ai pas fait de blocage spécifique encore. Déjà fait sur un nœud. Il est en train de faire sur le deuxième. J'ai bien ma réplication qui est faite. Maintenant, ma réplication est bien faite. Je vais aller dans le data center. Je vais aller donc dans la haute disponibilité et je vais ajouter des ressources qui vont rentrer dans le cadre de la haute disponibilité. Donc ici, je vais choisir la VM GLPI. Donc là, on veut qu'elle soit dans l'état démarré. Il va essayer de la restart 2 fois et de la modifier d'emplacement 3 fois. Après, bah, c'est ajusté en fonction du nombre de nœuds de ce que vous souhaitez faire. Mais là, c'est ce qu'on lui demande à la base. Donc là, notre machine n'était pas allumée. On va voir déjà si il l'allume ou pas. Voilà. On voit que du coup, bah, il a détecté qu'elle n'était pas allumée. Donc, maintenant qu'on a activé notre disponibilité, il l'a automatiquement allumée. Maintenant, si on veut aller affiner un peu plus, on peut aller dans les Affinity Rules et gérer la priorité, les affinités par rapport aux nœuds. Donc ici, on dit qu'on va la gérer sur cette machine-là. On va dire qu'elle peut aller du coup sur tous les nœuds. Et on va dire que la priorité ici va être le nœud PVE1, puisque du coup c'est lui qui a le moins de mémoire utilisé. Et ça, du coup, on coche pour être sûr que vraiment il n'y a pas de risque de débordement et qu'il se retrouve sur un autre nœud qui ne devrait pas être le bon. Et après, ben, on fait ça sur tous les nœuds. Et donc là, votre haute disponibilité, normalement, est opérationnelle. Donc là, on le voit, parce que du coup, elle était là. Et on lui a dit que euh, c'était normalement... Ah, du coup, alors attends, je me suis peut-être trompé. Du coup, la priorité 3, c'est peut-être la plus grande. Alors, on va voir. Est-ce qu'il va essayer de la redéplacer ou pas? On va changer la priorité. Oui, d'accord. Donc le plus grand chiffre, plus le chiffre est grand, plus c'est prioritaire. C'est pour ça, comme j'avais mis 3 sur le PVE3 du coup là j'étais persuadé que c'était le dernier. Du coup il l'a mis en premier. Donc là on voit qu'il l'a bien déplacé dans la priorité et ensuite il l'a rallumé.
Donc on voit qu'elle est bien, que notre haute disponibilité est bien opérationnelle. Et après, bah, il n'y a plus qu'à faire la même chose sur les différentes machines dont on a besoin. Mais ici, là, on n'en avait pas besoin de plus que ça dans la demande. Donc maintenant, reprenons les choses. Du coup, le GLPI, les Proxmox en cluster. Donc on a bien modifié les Proxmox au départ pour être correctement placés pour leur disponibilité. Cloner le sauvegarde, cloner, sauvegarder, supprimer, restaurer, ça c'est bon. Base de configuration de la disponibilité, c'est bon. Ça c'est bon aussi. Les réseaux liés par VPN, ça c'est bon. Et après, du coup, il s'était demandé de changer les ports SSH. Donc on va revoir ça. Je vais prendre déjà au niveau de celui-ci. Donc ici, le fichier à modifier. Un petit peu plus gros éventuellement. Nano slash etc slash sshd config. C'est ça le fichier à modifier. Et ce qu'il va falloir modifier, c'est ici, le port. Il faut bien penser à le décocher. Donc on va dire 2244. Là, j'ai toujours un doute si on peut le faire écouter d'un réseau, donc là, on le gérera par rapport au pare-feu. Donc on ne veut pas y toucher, là, on va juste toucher à ça. On touchera à d'autres éléments au besoin plus tard. Mais voilà, c'est juste ça. Yes, on sauvegarde. Et on fait système CTL restart SSH. Et on fait système CTL status SSH. Donc là, il est encore sur le port de spawn 2. SSHD, je redémarre maintenant pour voir si il veut bien. Donc, du coup, si vous voyez que ça n'a pas changé le port d'écoute, on fait un reboot du coup de la machine. À des moments, ça change automatiquement, mais des fois, il veut pas. Donc là, comme on est sur un conteneur, ça va vite. Mm. Non. Euh, oui. Ce qui est affiché dans sshd-config.d. Non.
On va modifier le fichier SSH classique, mais normalement, ça devrait pas. Parce que là, il y a aussi le port 22. Et normalement, c'est le SSHD qui prend le dessus. Mhm. J'essaie de changer d'un autre Proxmox, sachant que bon, ça change, mais des fois, ça peut poser des problèmes. Il peut y avoir besoin de reconfigurer pour repréciser quel port SSH utilise, notamment pour la réplication. Donc si on voit la réplication, là, il n'y a pas de souci. Mais si je change, du coup, le même fichier ici, nano slash etc ssh sshd config. Alors, on va faire le truc le plus propre, logiquement, c'est de faire un mv sshd bec. Comme ça, avec cette commande-là, je fais une copie, en fait, non, pas le V, c'est CP. Je fais une copie de ce fichier-là dans le répertoire où je suis actuellement. Comme ça, j'ai une copie d'origine. Nano slash etc ssh sshd config. Bien changé. Donc si ici, en fait, on pourrait faire la règle directement et limiter au niveau des fichiers SSHD directement quelle machine a le droit de se connecter. Pour dire qu'il n'écoute que quand ça vient de la machine 172.16.0.5 qui est notre serveur admin. Donc là, celui-là, c'est changé. Et si on regarde de l'application pour l'instant, il a parfait. Je vais changer les autres. Nano slash etc sshd ssh sshd config. Système CTL restart SSH. Et le troisième, système CTL restart. On va vérifier sur un deuxième, du coup. Il écoute bien là sur le même.
Là, je vais essayer de faire une et voir ce qu'il nous dit. Là, il y a des chances qu'il ne veuille pas, parce que des fois, il a besoin d'un port, il écoute vraiment à la base sur le port 22. Voilà. Vous voyez, là, ici, il nous fait une erreur, parce qu'en fait, il retrouve pas ses petits. Donc ça peut être modifié. Faut juste remodifier un élément. On va dans le shell. Oui, du coup, le shell utilise le SSH. Donc, du coup, là, il veut plus non plus. Donc, on va aller directement sur la machine elle-même. Ici, donc, on va faire un ls-a. On va voir qu'on retrouve le répertoire SSH, répertoire caché. On va faire un nano.ssh et c'est le fichier config qui nous intéresse. Ici, donc, il a déjà un élément, on va pas y toucher. Voilà. 6. En fait, ici, on va repréciser les autres pour lui dire quel port ils vont utiliser. Du coup, ça, il faut le faire sur les différents. Ah, SSH. Là, on le fait sur les 3 nœuds. ETC, non, nano.ssh config. 13.6, port 44, host 192.168.13.7, porte 2. Start SSH. Avec le dernier. En fait, ce fichier-là donc permet de définir des configurations particulières par rapport au SSH. Notamment, si on veut utiliser des clés particulières par rapport à des serveurs, on peut en fait quelque sorte des alias pour mettre SSH, le nom de la clé raccourcie, arrobase le serveur, pour l'authentification, notamment pour l'identification sans mot de passe. Donc, si vous avez des règles un peu particulières à faire du coup, au niveau du SSH, c'est au niveau de ce fichier-là que vous allez pouvoir le gérer.
Et donc là, normalement, s'il l'a bien pris, vous voyez que là maintenant, on a à nouveau accès au shell. Donc si on revient au niveau de notre GLPI, donc celle-ci, elle était repassée, et celle-ci, c'est peut-être parce il n'a pas encore retenté. Mais normalement, ça devrait refonctionner. Comme on a à nouveau accès au shell, il n'y a pas de raison que la réplication ne veuille pas reprendre. Surtout qu'on voit que sur le PVE, ça a bien fonctionné. C'est juste il a pas réessayé encore. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Comme opération, on peut aussi changer sur les Proxmox. Par contre, il faut avoir modifié ce fichier-là avant, ou bien y penser en tout cas pour après. Il faut juste faire un test. SSH-P 244 route arrobase 138.13.7.6. Le PVE, je pense que c'est le 7 dans le nom. Voilà. Ah non, c'est vers le PVE 3 que ça marche pas. Pardon. Anneau.ssh. En fait, il disait qu'il y avait affiché des autres connus qui n'étaient pas a priori sur le 3. Donc là, effectivement, on a bien le fichier Gnome host. Et si on est dedans, on trouve les références des différents autres connus, sans leur adresse directe. La question, c'est pourquoi il n'a pas les host. SSH-P2444. Parce que normalement, ces fichiers-là sont créés automatiquement. 13.6. Exit. 13.7. Exit. Et bon, voilà. Maintenant, il y a bien le fichier no host. Je sais pas pourquoi il s'était pas généré correctement.
C'est ce qu'il disait, a priori, là, il y avait le no host par rapport au fichier SSH no host. Mais en fait, du coup, comme le fichier n'existe pas, bah, il pouvait pas le reconnaître correctement. Mais ou alors il s'est effacé quand on a modifié le fichier SSH. Oui, c'est un peu étonnant, mais mais en même temps, avant que ça marchait quand on avait le 22, donc on verra, mais voilà. C'est faisable, mais au pire, dans le pire des cas, il faut essayer de modifier autrement par rapport à l'écoute, dire qu'il écoute seulement les autres adresses de Proxmox pour renforcer éventuellement la sécurité et accéder d'une autre façon. Mais voilà, pour montrer que ça peut changer, il y a juste un petit peu de reconfiguration possible à prévoir. Maintenant, la question, c'est est-ce que le GLPI a bien voulu changer si on a changé le Proxmox? Si je fais un reboot, parce que du coup, il voulait peut-être pas le changer parce qu'il était lié à la configuration SSH de Proxmox, même si c'est un peu étonnant. Ça semble étonnant. Euh, bon, il veut pas. Curieux. Bon, en tout cas, c'est quand même ce fichier-là qu'il fallait modifier. Là, je sais pas s'il fait référence à quelque chose d'autre. Les autres fois que j'avais essayé, normalement, ça marchait. Mais on voit qu'en tout cas, ça marche, puisque quand on le fait avec le Proxmox, directement, ça marche. Mais normalement, les conteneurs, il n'y a aucune raison qu'on puisse pas les changer. Normalement, c'est déjà changé. Mais là, je sais pas, il doit y avoir un autre fichier ou qui reprend la main, qui est rangé pas au bon endroit, à l'endroit habituel. Parce que normalement, c'est ces deux fichiers-là de config. Et j'avais pas de fichier dans le sshd-conf.d, qui est l'endroit où vous pouvez avoir plusieurs configurations de plusieurs réglages en fonction des utilisations. Et qui aurait pu écraser et prendre la main par rapport au fichier classique. Mais là, c'est pas le cas. Alors, refaisons le point maintenant. Donc là, ça tourne toujours. Beaucoup de RAM ou pas là. Je suis... Bon, la RAM, je suis bien. Et la carte, ça va, elle est pas, il n'y a pas de puissance utilisée. Ok, reprenons. Donc le VPN et tout. Maintenant, il va nous rester en fait surtout le pare-feu et donc aussi tu vas mettre le Zabbix avant. On va mettre le Zabbix avant. Donc ça, c'est bon. Là, la page marche correctement. J'espère qu'il ne soit pas revenu. Que je fasse un reboot des fois.
Donc oui, le Zabbix. Le réseau 12. Non, il est sur le 13. Non, je l'avais mis sur le. Mais non, c'est, parce que du coup j'ai un doute si c'est sur le 12 ou le 13. Oui, sur le 12, d'accord, c'est moi qui me suis trompé dans ma config ici, donc on va le mettre dans le bon. Mais on va le reboot comme ça, on est sûr qu'il le prenne bien au bon moment. Du coup, il faut que j'allume mon serveur. Parce que comme j'ai désactivé le DHCP de VMware pour utiliser celui de, de l'AD que j'ai créé, du coup, bah, faut bien que j'allume le serveur avant pour qu'il serve, qu'il puisse servir des adresses DHCP. Donc ça permettra de le retester, même si on l'avait déjà testé avec le TrueNAS. Donc il n'y a pas de raison que là ça ne fonctionne pas. Juste le temps qu'il démarre. Seulement pendant ce temps-là, je vais chercher euh, le script de Guacamole et je vais le lancer du coup dans un nouveau conteneur. En réalité, je pourrais le mettre aussi avec celui de GLPI. Mais là, c'est pareil. Je l'ai mis c'est que lui qui a la base normalement. Voilà, c'était ton premier truc, c'est lui. Donc, je vais le créer sur celui-là. Là, je prends ce script-là parce que du coup, il m'a permis de bien activer l'extension pour enregistrer les fichiers. Je vais mettre un tout petit peu plus de mémoire. Huit, 10.
On va mettre 15, parce que je sais plus exactement où j'en suis. Start, pendant qu'il start, lui, il est bon. On va reboot notre reboot tout court. Parce que là, sur le Alma Linux, en fait, je j'ai pas en tête du coup la commande qu'il faut pour rebooter le réseau. Donc, je fais un reboot, c'est aussi rapide que d'aller la rechercher. Voilà. On voit que du coup, ça a marché. Il a eu le 0,47 qui a été donné. Donc, du coup, je vais ici, 72.16.0.47. Utilisateur admin Zabbix. Et donc là, après, on va rajouter les autres ici. Donc, je vais faire un premier route. Donc, Bookmarks 1. Donc, on va commencer par le Trounas. Trounas, ici, donc, on tape trou, le, le Trounas score par SNP. Donc, ça marche aussi avec le Trounas scale. On pourrait aussi compléter potentiellement avec un Linux par SNMP comme template, puisque du coup, sur la version TrueNAS-Scale, on est sur un Linux derrière. Donc là, on va créer NAS. Donc, comme ça n'existe pas, il nous propose de la créer. Et ici, on va ajouter SNMP. Donc ici, on met notre adresse du TrueNAS. Ici, le port par lequel il va essayer de récupérer les informations. Si on n'y a pas touché, normalement, ça devrait être celui-ci. Et ici, en fait, le SNMP communauté, c'est un mot de passe en fait qu'on a déterminé quand on a été réglé le SNMP. Donc si ça n'avait pas coupé dans ma vidéo, je l'avais réglé sur public. Mais du coup, je vais remontrer où on le règle. Et ça qui est important de bien mettre du coup le bon identificateur ici pour qu'il puisse faire les échanges. Inventory, on peut potentiellement le mettre en automatique et il essaiera de récupérer des valeurs automatiques. Là, je fais add. D'accord. Ah non, il veut pas parce que là, en fait, il essaie de récupérer 2 fois la même valeur avec les 2 templates et donc du coup, il veut pas. Bon, on va laisser juste le trou NAS du coup. Mais voilà, s'il y a pas de conflit, on peut rajouter plusieurs templates dans le dans la même machine. Donc je reviens dans mon trou NAS pour remontrer par rapport au SNMP.
Donc on va dans Système, dans Service, et ici dans Edit. Et donc là, vous voyez, Communauté, Community, on a Public. Donc là, pas besoin de le redémarrer puisqu'on n'a pas fait de changement. Et du coup, bah là, on voit qu'il a bien récupéré les données en SNMP. Donc ça, quand on fait du SNMP, le tout, c'est de bien aligner le mot de passe de la communauté par rapport à ce que vous avez déterminé sur votre machine de base. Donc là, on voit qu'il a récupéré différentes données, ou potentiellement qu'il peut les récupérer. Mais là, il a récupéré, voilà, la charge, le paquet, voilà. Et il récupère encore plus de données. Allez, le temps que ça arrive. Mais on voit que du coup, ça fonctionne. Donc là, bon, ZIL, c'est parce que du coup, il y avait une option à cocher directement dans le SNP. Je sais pas exactement ce que c'est. Mais du coup, il fallait cocher ça si l'on souhaite. Maintenant, si du coup, on veut essayer de récupérer les Proxmox. Donc, on a plusieurs façons de faire ça. Soit on prend, comme j'avais dit, par le Linux Agent. Donc ça, à la limite, on va le faire pour le GLPI. GLPI, template Linux par agent. Pardon. Et ici, dans l'interface, on va mettre agent 192.168.13.9 et le port 1050 si on laisse bien le port par défaut. Donc, on l'ajoute. Maintenant, on va sur notre GLPI. apt update, apt install Zabbix agent. Et ensuite, nano slash etc slash Zabbix zabixagent.conf. Le répertoire .conf.d, pareil, c'est si on avait voulu, si pour une autre, on voulait plusieurs configurations de l'agent sur la même machine. Donc là, je vais faire exit, clear. Et juste pour remontrer, là, du coup, sur le même screenshot, les deux commandes. Et là, ce qu'il nous faut, c'est descendre jusqu'à trouver le serveur.
ici. Par défaut, c'est en 127.0.0.1, sauf que nous, la machine où il est installé, c'est 172.16.0.47. Et ça, on a à le faire 2 fois pour le actif et non actif et le passif. Donc je n'ai pas trop essayé l'actif, mais l'actif normalement est censé récupérer un peu plus rapidement les valeurs, mais il y a quelques réglages qu'il faut faire un petit peu différemment. Mais faut toujours quand même changer les deux, parce que si vous en laissez un sur 27, l'autre avec la bonne adresse, des fois il peut y avoir des petits conflits quand même malgré tout. Donc le mieux c'est bien de changer les deux. Donc on sauvegarde et on fait un système CTL restart Zabbix agent. Et là, du coup, pour l'instant, il est en rouge et il va passer du coup en vert. Donc ça, c'est pour un Linux classique. Et après, effectivement, il y a une méthode pour récupérer plus d'infos avec le Proxmox, mais il y a des petits réglages à faire. Parce que du coup, il faut créer une API, c'est-à-dire une fonction, un token d'autorisation qui va permettre d'exécuter des commandes à votre place, en automatique. Donc il faut déjà créer ce token. Donc pour créer ce token, on va dans le data center, API token, et on va faire add. On dit à quel utilisateur ça va être raccroché. Donc là, je vais laisser au root parce que j'en ai pas créé d'autres. Mais on pourrait le créer à notre utilisateur uniquement pour les API. On pourrait un utilisateur Zabbix PVE par exemple. Donc ici, le nom du token, on va faire simple, on met Zabbix. Là, est-ce qu'il y a une date d'expiration ou pas? Et là, du coup, normalement, privilège séparation, c'est comme du coup, bah, token n'aura pas forcément exactement les mêmes droits que l'utilisateur lui-même. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire, ça peut bloquer ou pas. Donc là-bas, on fait add. Et surtout, on n'oublie pas de récupérer les éléments. On va prendre un bloc-notes. Pour la clé de token et le nom du token. Copiez-le tout de suite, comme ça, aussi le nom du token, parce qu'on va en avoir besoin. Après, vous pourrez pas forcément le copier, vous serez obligé de le refaire à la main. Voilà. Ça, c'est la première étape. C'était du coup de créer ce token dans le Proxmox. Bon, on voit que là, notre GLPI, il a bien récupéré ses infos en attendant. Donc, je recrée un host, prox 1. Ici, toplet Proxmox, parce qu'il est déjà prêt. On va le mettre dans les hyperviseurs. Et ici, on va pas ajouter des interfaces. Il n'y a pas besoin. Une fois qu'on est dans les macros,
et dans les inherited host macro. Donc ici, ces macros, en fait, c'est pour nous dire à quel moment ça va nous envoyer des alertes, par exemple. Donc là, on pourrait en modifier à 70%, par exemple, en fonction de comment on veut équilibrer les choses. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est le PVE Token ID. Donc ça, c'est le nom du token. Donc ça, du coup, ça correspond au nom d'utilisateur, arrobase PAM ou PVE, point d'exclamation et le nom du token. Donc, on fait change, on colle la valeur. Ensuite, le secret, c'est du coup ce que vous avez récupéré. Ensuite, changer le PV host. Donc, 192.68.13.6 et le port. Bon, normalement, le port 8006, on peut pas, je suis pas sûr qu'on puisse forcément le changer, ou alors on peut pas forcément le changer de façon assez simple. Donc, le port, normalement, il n'y a pas besoin d'y toucher. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous l'aviez changé, et ben du coup, vous pouvez l'adapter. Donc là, on fait add, et là, normalement, dans une minute ou deux, normalement, il devrait essayer de récupérer de données. Donc après, on peut normalement aussi en tant que Linux, récupérer par SNMP, mais je sais pas si elle est déjà configurée par défaut sous du Proxmox. Je reverrai ça. Donc là, si je tape SNMP, non, a priori, il n'y a rien de... SMTP, SNMP, non. Normalement, faut l'installer, les éléments SNMP. Voilà. Là, on voit qu'il a récupéré des données, donc c'est que ça a bien fonctionné. Donc là, il voit bien les différents nœuds de stockage, et normalement, il devrait voir aussi les annexés. Mais peut-être qu'il n'a pas encore tout retesté. Des trucs qu'il n'a pas réussi à récupérer. Après, est-ce qu'il essaye pas d'utiliser du SSH et du coup, s'il attend le port 22 un moment pour faire son test, peut-être que ça peut poser un problème. Mais voilà, à retester éventuellement en ayant remis le port 22 par la suite. Mais voyez, voilà, c'est comme ça qu'on peut du coup récupérer des valeurs de Proxmox directement en mode, euh, en mode HTTP en utilisant un token d'API pour le faire. Mais là, ouais, il y a plein de rouges, donc je pense que c'est parce qu'il essaie d'utiliser peut-être du SSH ou des choses comme ça pour vérifier. Et là, il peut pas. Puisque du coup, on a changé, même si on a changé le fichier de config, il a peut-être pas les autorisations de lecture si ça se trouve.
Donc bon. Mais voilà, en tout cas, on voit que ça fonctionne. Sinon, ici, on n'aurait pas le retour OK pour pour l'API. Oui, fonctionne toujours, c'est bon. OK, donc là, maintenant, refaisons un point. On a bien, du coup, le serveur d'HTTP, tout ça c'est bon, l'utilisateur à la limite, bon, ça c'est moins grave, donc on a mis les deux serveurs. Il va nous rester du coup la gestion du pare-feu, un minimum. Donc ça, à la limite, je vais faire une pause là et on le refera après.